Ok, très bien. Abdelatif m'entend, c'est parfait, merci. C'est bon pour les autres personnes aussi, mon son est clair, ma voix est claire. Ok, donc il est 16 heures. Nous allons commencer, donc je vais commencer cette présentation. Est-ce que tout le monde voit mon écran également? C'est important. Ok pour le son, merci Alain. Je suppose que l'écran c'est bon aussi. Ok, alors deux petites recommandations techniques, on va dire, avant de commencer. Donc ce webinaire est en ligne via une connexion Internet, via nos connexions Internet. Ne vous méprenez pas si certaines petites coupures de son ou d'image arrivent. C'est certainement lié au débit de connexion qui, à un moment donné, peut peut-être faiblir. Je n'espère pas, mais voilà. Dans ce cas-là, vous attendez juste un petit peu et ça repart. Pour être habitué à ce genre de choses, voilà ce qui se passe. D'autre part, vous avez sur votre écran une petite barre de menu sur laquelle vous pouvez poser des questions. Ce que je vous propose, c'est que je vais présenter différentes parties donc, sur ce webinaire, sur cette présentation. Et ce que je vous propose, c'est vous pouvez poser vos questions par écrit tout au long de ma présentation, sans aucun souci, au contraire, n'hésitez pas. Et j'essaierai de répondre, je répondrai aux questions en fin de chapitre. Je répondrai à chaque partie, pour chaque partie, à chaque fin de chapitre, pour avoir une présentation peut-être plus fluide et mieux organisée, plutôt que de répondre pendant la présentation. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre temps, merci pour votre inscription à cette présentation, à ce webinaire. Comme vous le voyez, je m'appelle Daniel Mazière, j'ai 46 ans, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la maintenance industrielle et les process industriels. Je suis ingénieur de formation et je suis responsable pour Système du marché francophone, donc des pays où nos utilisateurs, nos clients parlent français. Le sujet de la présentation d'aujourd'hui, comme donc vous l'avez vu quand vous êtes inscrit et comme c'est indiqué, je vais essayer de vous présenter différentes applications, différentes solutions de maintenance industrielle et plus particulièrement de maintenance conditionnelle que l'on met en œuvre avec la technologie des ultrasons, que donc UE Systems met en œuvre, conçoit les équipements et forme les utilisateurs. Donc, le plan de la présentation, le plan de ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. D'abord, je vais vous dire deux mots de qui nous sommes. Ensuite, je vais essayer de vous dire pourquoi on peut utiliser les ultrasons en maintenance industrielle, pour quelles applications, pour quelles installations industrielles, et enfin, comment réaliser des inspections dans vos usines, sur vos installations. Donc, UE Systems, c'est une société qui a été créée à New York, aux États-Unis, à côté de New York, en 1973. Donc, il y a pratiquement maintenant 45 ans d'expérience dans ce domaine. Pour l'Europe, il y a une société, une filiale qui est UE System Europe, dont le siège est basé aux Pays-Bas, en Hollande, dans la ville d'Almelo exactement, et qui gère donc depuis ce siège-là les différents pays européens, dont la France. Et donc, j'habite en France et à Toulouse, exactement, dans le sud. On a également des collaborateurs, des agences au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Pologne, en République tchèque, Russie, voilà. Pour le reste du monde, eh bien, vous voyez, comme c'est indiqué ici, nous avons également des collaborateurs et des sociétés partenaires sur un petit peu partout sur les différents continents, avec aujourd'hui un nombre de partenaires qui doit avoisiner les 200 sociétés qui travaillent avec nous, et un support technique et la capacité à faire des formations dans 14 langues. Donc, on essaie d'être présent un petit peu partout où des sociétés industrielles, des entreprises, des usines existent. Donc, nous sommes positionnés uniquement sur le marché des ultrasons et nous ne développons que des systèmes et des logiciels pour les applications que je vais vous présenter. La
la principale conséquence de ceci, le principal intérêt, si je peux dire, c'est qu'il y a chez nous un département de recherche et développement avec 2 laboratoires, un laboratoire ultrason, un laboratoire système, qui sont tout le temps en train de développer des systèmes, des modules, des softs pour donc détecter au mieux et interpréter au mieux ces ultrasons. Le deuxième volet de notre solution concerne les formations et l'accompagnement de nos clients. On accompagne tous nos clients à minima, d'une première formation d'implémentation sur site qui a pour but de mettre en œuvre l'appareil acquis par le client sur ses installations par ses équipes. C'est-à-dire qu'on adapte vraiment les programmes de formation au terrain et aux applications aux besoins du client. Une deuxième partie, un deuxième volet de formation concerne la partie logicielle. Donc, il y a 2 logiciels qui se mettent en œuvre, dont les licences sont offertes avec les systèmes. Il y a également des formations dans ce domaine-là. Et enfin, un troisième volet qui concerne la formation, ça concerne des formations certifiantes, qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas si longtemps ultrason niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le terme niveau s'est transformé en catégorie. Donc, ce sont des formations certifiantes au sens du SNT et de l'ISO, donc ISO 18436-8. L'idée étant de pouvoir certifier les participants qui suivent ces formations, dont le contenu est certifié. Et donc, comme les participants qui suivent une formation dont le contenu est certifié se voient délivrer un certificat de compétences, si je peux dire, catégorie 1, 2 ou 3, selon la formation à laquelle ils assistent. Dernier point technique qui concerne nos solutions, le matériel est garanti 5 ans. C'est du matériel industriel que l'on garantit 5 ans. Pour une utilisation normale, 100 ans. Hein, si je fais tomber mon appareil du 4e étage, peut-être, voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, le matériel garantit 5 ans. Donc, les ultrasons, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que je peux faire avec ces ultrasons? Où est-ce que je peux les utiliser? Quelles sont les applications que je peux mettre en œuvre? La première, la plus simple et la plus connue des applications donc, de détection ultrasonore que l'on met en œuvre dans nos systèmes concerne la détection de fuites, et je pourrais dire, si je voulais être exhaustif, de fuites externes, notamment de fuites d'air comprimé, de fuites de gaz, de fuites de vide, qui est le contre-exemple mais qui fonctionne, et de façon plus générale, la recherche d'étanchéité sur des contenants fermés du type échangeur de chaleur, cuve, canalisation. Dans le même registre de recherche de fuite, en haut à droite, on va parler de fuite interne, cette fois-ci sur des systèmes de type vanne ou purgeur de vapeur. L'idée étant de pouvoir détecter si en aval d'une vanne, par exemple, vanne fermée, est-ce que j'ai réellement une vanne étanche, une vanne fermée, fermante, ou une vanne fuyarde, ou carrément pas actionnée du tout, ouverte. La deuxième famille d'applications qu'on va mettre en œuvre, donc toujours avec ces systèmes ultrasons, va concerner, pour une première partie, les inspections mécaniques, et plus particulièrement les inspections mécaniques de machines tournantes. Donc, il va s'agir de contrôler, de suivre, de diagnostiquer et d'analyser les défaillances de tout ce qui tourne, en l'occurrence de paliers, de roulements, de moteurs, de pompes. Pour les pompes, on pourra aussi détecter la cavitation de celle-ci, mais pas que. Tout ceci s'applique à tout ce qui pourra également mettre en œuvre des roues dentées, comme des réducteurs, des boîtes à vitesse, des convoyeurs, tout ce qui tourne et qui par rotation met en contact de pièces métalliques. Donc là, il va y avoir une première approche de diagnostic, une deuxième approche de suivi dans le temps, pour voir comment ceci évolue, et une troisième approche d'analyse de défaillance, si défaillance il y a. Une autre application à laquelle on ne pense pas, parce que notre oreille humaine n'entend pas les ultrasons, concerne les installations électriques, qui elles aussi, quand elles génèrent surtout haute tension des défauts du type décharge partielle, d'amorçage, effet corona et desserrage, eh bien, génèrent des ultrasons. Et donc, ultrasons qu'on pourra détecter et localiser pour identifier la cause origine des défauts. Et nous pouvons transposer toutes ces applications sur des solutions de surveillance permanente, de monitoring permanent, aussi bien pour des machines tournantes, que des systèmes de vannes et de purgeurs de vapeur ou d'installations électriques. C'est-à-dire que tout ce que l'on met en œuvre de façon avec des appareils portatifs est transposable et duplicable à une solution qui est d'ailleurs assez récente, qui permet d'effectuer une surveillance permanente donc, de ces systèmes. Ce que l'on peut faire, avant que je continue, la suite de la présentation concerne d'aller un petit peu plus en détail pour chacune des applications, c'est que eh bien, je réponds à vos questions si vous en avez.
Et pour cela, utilisez la petite fenêtre que vous devez voir à votre écran, voir sur votre écran, pardon, et pour laquelle je vais essayer de voir s'il y a des questions. Donc, pas de questions jusqu'ici, à moins que, ok, pas de questions jusqu'ici. Je vois bien la fenêtre questions. Ok. Ok, ok. Oui, il y a une question qui est là. Parfait. Ok, donc, s'il n'y a pas de questions, je continue. Je continue en vous parlant de la détection de fuite. Donc, la détection de fuite, dans notre jargon, dans notre domaine, on va distinguer deux types de flux. Des flux laminaires, que l'on pourrait comparer au vent, une soufflerie, quelque chose de global, et des flux turbulents, des flux donc gazeux turbulents, qui sont les flux qui génèrent nos fameuses turbulences ultrasonores et que l'on va détecter avec nos systèmes. Alors, il a bien fallu donner des limites basses de détection, si je peux dire ça comme ça. La première d'entre elles va concerner la distance et le type de fuite que l'on va pouvoir détecter. Si on est dans un monde parfait, le type de fuite que l'on peut détecter sera une fuite qui sera pour la plus basse d'entre elles une fuite de 0,1 mm dans un système à 0,3 bar de pression à 15 mètres. Je dis dans un monde parfait, pourquoi? Parce que ceci sous-entend qu'entre la fuite et moi-même, il n'y a pas d'interférence et d'ultrasons parasites liés au fonctionnement industriel de l'équipement, par exemple, qui pourrait venir perturber cette détection à distance, qui dans tous les cas, cette détection sera améliorée si on arrive à se rapprocher du système dont je cherche les fuites. Ce type de détection s'appliquera donc à l'air comprimé, bien sûr, qui est une énergie qui coûte et dont les pertes s'associent de pertes énergétiques et de pertes financières. Mais pas que, on va pouvoir appliquer ceci à tout type de gaz, notamment les gaz dangereux et les gaz chers, comme l'azote, l'argon, l'acétylène, et bien évidemment tout ce qui concerne les gaz naturels qui peuvent alimenter nos installations. Ça, c'est donc pour la partie fuite en pression. Et on pourra faire la même chose dans des systèmes en dépression, où dans ce cas-là, une fuite consistera en entrée d'air dans le système. N'étant pas dans le système, on détectera cette turbulence à l'extérieur. Cette turbulence étant plus faible, il y a des modules spécifiques à ceci qui permettent d'améliorer la sensibilité des appareils, donc pour détecter ce type de fuite. Donc, il y a certaines précautions à mettre en œuvre, à prendre en compte pour détecter nos fuites, notamment les ultrasons parasites dans un milieu industriel. Et c'est là où arrive la partie formation de nos solutions, c'est-à-dire que appuyer sur les boutons d'un petit appareil, d'un détecteur à ultrasons, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est certainement plus facile que d'utiliser un téléphone d'aujourd'hui. Par contre, la méthode de détection et la connaissance de la grandeur physique que je suis en train de détecter, en l'occurrence une turbulence infrasonore, c'est là où cette méthode-là prend tout son sens, puisque donc avec méthode, eh bien, je vais pouvoir utiliser ce type de système à peu près dans tout type d'installation industrielle, de sorte à pouvoir dissocier trier, livrer du grain, c'est-à-dire dissocier ce que je recherche, les ultrasons liés aux fuites, des ultrasons du fonctionnement de mes installations. Je vous parlais également dans la partie fuite ici d'étanchéité, d'échangeurs de chaleur, de cuves et de canalisation. Dans ce cas-là, on sait prendre le problème à l'envers, puisqu'il y a dans nos solutions des générateurs à ultrasons qui, dans le cas où je ne peux pas mettre en pression, vont opérer la chose suivante, c'est-à-dire vont inonder d'ultrasons le contenant dont je cherche l'étanchéité, et je ferai la même recherche à l'extérieur, sachant que le signal que je chercherai sera celui du générateur qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'on a aussi un modèle qui se passe à l'extérieur. Et si fuite il y a, eh bien, je détecterai ce signal infrasonore et je le localiserai puisque les ultrasons sont directionnés. Donc, les applications pour ceci, c'est la recherche d'étanchéité de tout contenant fermé, cuve, échangeur de chaleur, habitacle de voiture, habitacle d'avion, tout ce dont je cherche à valider une étanchéité. Un dernier point qui est important et qui prend tout son sens au plan financier pour les personnes qui mettent en œuvre cette recherche de fuite, c'est que l'on va détecter, localiser et quantifier, faire des évaluations de coûts, puisqu'en fait, chacune de ces fuites sera enregistrée, notamment l'intensité de ces fuites sera enregistrée par nos systèmes, transposée sur un logiciel, donc un des deux logiciels qui est fourni avec,
sur lequel, si on renseigne le type de gaz, la pression dans le système, la durée sur laquelle on veut que le logiciel fasse le calcul, le coût du kilowattheure si c'est de l'air comprimé, ou le coût du mètre cube de gaz si c'est un gaz que j'achète en bouteille par exemple, eh bien je vais avoir le logiciel qui va me faire une transposition entre chacune des fuites, l'intensité en décibels de chacune des fuites, son volume de gaz étendu, mais ce n'est pas une valeur qui me parle beaucoup, et surtout son coût. Et de ces rapports de coût, ces rapports de fuite, je vais pouvoir également en mettre en place des suivis pour une même zone et voir comment, réparation faite, le coût des fuites sur cette zone-là diminue au fil du temps. Donc l'idée, c'est identifier, repérer, enregistrer, prendre des photos, faire les rapports, de sorte à pouvoir délivrer aux personnes qui vont les réparer un rapport simple, explicite et visuel, de sorte à ce qu'ils puissent réparer les fuites identifiées. Ce logiciel pour la partie fuite se transpose aux versions donc Apple et Google Play d'applications, avec une utilisation encore plus simple, immédiate et rapide sur site, puisque tout un chacun qui possède un smartphone ou une tablette, avec lui sur le lieu de détection de fuite, pourra in situ renseigner donc cette application et s'envoyer par mail un rapport donc, du type de celui que vous voyez à l'écran. Donc, j'en ai terminé pour la partie fuite externe. Je vois une question, je pense. Pour autant que j'arrive à reprendre. Hop. Serait-il possible de nous envoyer une présentation par email après? Bien sûr, Abderrafouf. Complètement. Avec plaisir, avec plaisir. Une présentation par email, même des exemples de rapports, je peux vous envoyer. Ok, donc on va parler maintenant de fuite interne et notamment de fuite sur des systèmes de vannes ou de purgeurs de vapeur. Donc le principe est simple, c'est que j'ai une vanne sur une canalisation de gaz, d'air, de liquide, de produits chimiques, de vapeur. Je ferme ma vanne. Est-ce qu'en aval de la vanne, j'ai une vanne fermée, étanche, correctement fermée, correctement étanche, qui ne laisse rien placer, ou est-ce que j'ai une vanne qui malheureusement sera fuyarde ou carrément pas fermée du tout? Donc le principe, ça va être par contact sur le corps de la canalisation, soit des calorifugés, soit avec, si pour le cas de canalisation calorifugée, soit avec un petit stéthoscope très fin qui permettra via un petit trou, de venir toucher la canalisation, de venir faire une écoute ultrasonore en aval de la vanne, une en amont, et de comparer aussi bien de façon audible ce que l'appareil nous transmet comme son audible, et de comparer également les valeurs en décibels mesurées, donc entre l'aval et l'amont. Cette petite manipulation très simple va me permettre, et surtout si je peux manœuvrer la vanne, de comparer ces valeurs donc, et d'arriver à dire est-ce qu'en aval de la vanne, j'ai vraiment une vanne étanche ou une vanne fuyarde, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si j'ai une vanne fuyarde, je vais, comme vous le voyez indiqué ici, créer une turbulence en aval de la vanne, créer donc un flux turbulent en aval de la vanne, et ce que détectera mon appareil. Donc ça ne peut pas être plus simple que ça. On peut, pour compléter cette méthodologie, faire une mesure sur la vanne. Ça permet d'écouter si on a un flux sur la vanne ou pas, ce qui peut corréler avec ce que je vais détecter en aval ou en amont. Ce n'est même pas forcément toujours nécessaire, puisque cette mise en œuvre-là est vraiment très simple et très efficace. Si on parle de purgeurs de vapeur, qui, pour dire ça de façon très simple, sont des vannes automatiques avec différents types de fonctionnement selon leur type, ayant pour but donc de faire partir le condensat et les gaz non condensables d'un réseau de vapeur et de conserver le système sous vapeur. Ces petits composants-là ont la fâcheuse tendance, comme le savent assez bien en général les personnes qui utilisent de la vapeur sur les installations, on a fâcheuse tendance à se bloquer, à s'oxyder, à s'altérer, à perdre, on va dire, leur capacité optimale de fonctionnement. Par contre, ils ont un énorme avantage pour nous, c'est que dès lors qu'ils fonctionnent, dès lors qu'on les met sous pression et qu'on fait passer de la vapeur à l'intérieur, eh bien, ils génèrent un flux ultrasonore, ils génèrent un signal ultrasonore à l'intérieur donc de ces systèmes,
signal ultrasonore qui se retrouve sur le corps du système et qui, comme vous le voyez sur la photo à l'écran, par contact, nous permet de venir écouter ce qui se passe à l'intérieur. Le principe est le même que pour les vannes, à part qu'au lieu d'écouter sur la canalisation, j'écoute sur le purgeur de vapeur, et ce que je cherche, en fonction du type de purgeur, ce sont des cycles de ce type-là. C'est-à-dire que je vais déjà pouvoir à l'oreille écouter le fonctionnement du purgeur, et avec certains types d'appareils ultrasons, carrément en voir la forme d'onde, la forme d'oscillation, si je peux dire, sur l'écran de l'appareil. Je vais donc, comme ça, corréler ce qu'entend mon oreille avec ce que voit, ce que détecte le logiciel Spectralizer embarqué sur l'appareil, et pouvoir identifier dans un premier temps, c'est la première origine diagnostique, si mon purgeur cycle ou pas. Quand j'aurai fait ceci, je peux comparer ceci, pourquoi pas, à une image thermographique de mon purgeur qui pourra me dire, qui me donnera des zones de température de mon purgeur, mais qui malheureusement ne pourra pas me dire, la seule image thermographique, le seul thermogramme ne pourra pas me dire si mon purgeur cycle ou pas. Donc, je vais effectuer ce diagnostic. J'ai également la possibilité, comme vous voyez sur la photo ici, de mesurer l'intensité ultrasonore de mon purgeur pour en arriver à exploiter cette donnée dans un autre petit programme de calcul de coût qui, si je connais le type de purgeur et la température de ma vapeur, me permettra, avec cette mesure en décibels effectuée, mesure en décibels que vous voyez ici, voilà, d'évaluer si perte il y a, si fuite il y a sur mon purgeur, le coût de ces pertes, pour autant que j'ai quelques informations quand même sur le coût de production de ma vapeur. Sinon, si on ne rentre pas les données, le logiciel ne peut pas nous faire de calcul. Donc voilà pour la partie purgeur. Ça, c'est un poste de perte énergétique très important pour les industriels qui ont de la vapeur, parce que la vapeur coûte cher et que c'est vite fait pour perdre de l'efficacité sur ces systèmes-là. Voilà pour la partie vapeur. Je vais jeter un petit coup d'œil aux questions. C'est possible dans cette présentation? Ok, bien sûr, toujours. Je continue. Donc, l'autre type d'application dont je vous ai parlé, c'est l'inspection des installations électriques. Alors, on n'y pense pas forcément, parce que notre oreille humaine n'entend pas toujours ça, n'entend même pas absolument pas ça d'ailleurs. Et on a pour réflexe assez souvent de dire que qui dit problème électrique dit problème d'échauffement, c'est-à-dire création de points chauds. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, ce qui se passe, c'est que dès lors que je mets une installation électrique sous tension, eh bien, pour qu'il y ait courant électrique, il y a forcément un champ électrique à l'intérieur du système donc de conduction électrique, quel qu'il soit, que ce soit un système de contact, que ce soit des jeux de barres, que ce soit des câbles, des transformateurs, enfin voilà. Si courant il y a champ électrique. Et que ce champ électrique, que ce soit d'ailleurs dans des environnements fermés, comme vous le voyez là, ou à l'extérieur, dès lors qu'il y a on va dire, un dysfonctionnement de l'intégrité du système, j'ai des défauts de ce type-là qui apparaissent. Le premier, dans l'ordre, on va parler d'effet Corona. Je crée une couronne de charge autour du point défaillant. Cette couronne de charge, très souvent, si je ne fais rien et que je n'identifie pas, se transforme en décharge partielle assez rapidement. Et quand on en est à la décharge partielle, on est au pas de l'amorçage, au pied de l'amorçage. Et là, il vaut mieux intervenir assez vite, puisque malheureusement, quand surtout à haute tension, ce n'est pas quelque chose qui est très bon pour les installations et qui peut malheureusement créer des défaillances importantes sur nos systèmes. Tout ceci étant également soit causé par des desserrages, soit les desserrages étant la conséquence de ces systèmes-là. Tous ces éléments-là, tous ces défauts-là génèrent des ultrasons. Mon oreille humaine ne les entend pas. La chance qu'on a, c'est que ces ultrasons apparaissent tôt. Ils apparaissent dès lors que je mets mon système, si défaut il y a, ils apparaissent dès lors que je mets mon système sous tension. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés par ce fameux champ électrique, et dès lors que je mets mon système sous tension, mon champ électrique existe. Donc la chance qu'on a, c'est qu'ils apparaissent tôt. S'ils apparaissent trop tôt et que je les détecte, eh bien je vais détecter ces défauts très tôt. La deuxième chance qu'on a, c'est que nos coffrets électriques, cellules haute tension, tout coffret électrique qui contient des systèmes électriques, surtout à haute tension, l'élément le plus couramment inspecté, ce sont les cellules, les jeux de barres.
Même si j'ai des coffrets électriques très bien jointés, très bien fermés, très étanches à tout ce qui peut être poussière, liquide qui puisse rentrer à l'extérieur, ces coffrets-là ne sont absolument pas étanches au passage des ultrasons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans couper l'alimentation de mes systèmes, je vais pouvoir, comme vous voyez sur la photo, venir sur les interstices de fermeture de mon coffret, venir faire mon inspection et détecter si oui ou non je détecte un signal ultrasonore dont la signature sonore ressemble donc à la signature sonore de ces défauts-là. Ce qui se passe, donc l'idée étant, hein, au plus tôt je détecte, au plus j'évite ce type de défaillance qui malheureusement arrive si je ne fais rien. Ce qui se passe pour cette application-là, c'est qu'on met en œuvre une autre caractéristique de la détection ultrasonore, c'est-à-dire qu'en plus de mesurer l'intensité du niveau ultrasonore que l'on détecte, c'est qu'on va vouloir regarder la forme d'onde, la forme spectrale exactement, du signal que l'on détecte et la corréler à une signature sonore qui sera propre à chacun des défauts que l'on a sous les yeux. Ça veut dire que je vais détecter et je vais pouvoir caractériser le défaut via cette forme d'onde, ce qui me permettra de savoir si j'ai juste un défaut naissant ou si j'en suis déjà à des défauts bien dangereux du type amorçage qui font qu'il va falloir que j'intervienne vite avant qu'il ne se passe quelque chose. Voilà la philosophie, voilà le principe. Tous ces signaux, tous ces spectres, toutes ces formes d'ondes visualisées sur l'appareil de détection, je vais les enregistrer pour les exploiter sur un deuxième logiciel qui est fourni avec, qui s'appelle Spectralizer, qui va me permettre de faire une analyse plus complète, de confirmer mes défauts, de faire une analyse plus complète, et surtout de mettre ça noir sur blanc sous forme de rapport d'inspection, de sorte à, par exemple, justifier l'intervention ou l'arrêt sur une cellule, sur une installation électrique. Je vous ai donné la philosophie des inspections électriques. Je vais répondre maintenant aux questions. Ça aurait été possible. Okay. C'est quoi l'avantage de la détection de ultrasons par rapport aux infrarouges pour les installations électriques? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est la précocité de détection. Parce que bien souvent, on crée de l'ultrason, enfin, c'est pas bien souvent, c'est la nature et la physique qui est comme ça, c'est qu'on va créer un signal ultrasonore avant d'échauffer. Avant de créer un échauffement, donc on va détecter plus tôt. La deuxième des choses, c'est de pouvoir détecter armoire fermée et sous tension. Avec une caméra infrarouge, pour aller voir ce qui se passe derrière un coffret d'armoire électrique, un coffret de cellules haute tension, c'est quand même un petit peu difficile. Alors il y a des solutions où on met des hublots, mais bon, un hublot va nous permettre de voir à l'endroit où le rayon de la caméra va voir. Ensuite, il va modifier l'émissivité du rayon. C'est un petit peu compliqué. Et donc voilà. Donc les deux avantages, c'est de détecter tôt et détecter armoire fermée sans avoir à couper l'installation donc pour voir ce qui se passe dedans. OK. Donc la partie électrique est terminée. Je vais vous parler maintenant d'inspection mécanique de machines tournantes. Alors, le premier des éléments auxquels s'applique cette méthode d'inspection concerne les roulements à billes, les paliers, donc tout type de paliers sur des moteurs, des pompes, des réducteurs, sur tout élément, si vous voulez, qui comporte des paliers avec des roulements à billes. La chance qu'on a, c'est que là aussi, un roulement neuf, bien portant, bien graissé, sans défaut, comme vous le voyez ici, va déjà créer un niveau ultrasonore. Si ce roulement crée la grandeur ultrasonore que je cherche à détecter avant même d'être défaillant, je vais avoir tout le loisir de voir cette grandeur évoluer et notamment augmenter pour voir, corréler donc cette augmentation de niveau ultrasonore à une défaillance éventuelle sur le roulement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre un niveau de référence idéalement sur le palier en question et de suivre ce niveau en décibels, ce niveau ultrasonore mesuré en décibels dans le temps, de mettre des niveaux d'alarme et en fonction de l'atteinte ou non-atteinte de tel ou tel niveau d'alarme, d'intervenir. Ça donne de façon visuelle sur le logiciel sur lequel vous avez créé une drone d'inspection pour tous vos paliers, ça donne visuellement des graphes du type de celui que vous avez à l'écran. Une référence, un premier niveau d'alarme, un deuxième niveau d'alarme.
La première cause origine dont on accepte, dont on a la faiblesse de croire, si je peux dire, qu'elle génère une élévation du niveau ultrasonore, c'est le graissage des roulements. Ça veut dire qu'en faisant de ce type de suivi, on fait trois choses. La première des choses, on suit l'état de santé, si je peux dire, l'état d'usure de mes paliers. La deuxième des choses, on identifie parmi ces causes origines de défaillance et d'élévation de niveau ultrasonore des problèmes de graissage. Et la troisième des choses, l'information qui me manque pour compléter cette stratégie, c'est de dire, OK, j'ai un roulement qui a besoin d'être graissé, mais quelle quantité de graisse je lui donne pour qu'il revienne à son fonctionnement normal. Et c'est là qu'intervient un autre petit système qui complète cette stratégie d'inspection, qui se place, qui est plus petit et plus facile et plus simple de transport, qui peut même être fixé sur une pompe à graisse, qui permet d'écouter mes paliers qui sont en alarme de graissage pendant que je les graisse. Si la graisse fait son effet, le seul rôle de la graisse étant de faire diminuer le niveau de friction, si la graisse fait son effet, en faisant diminuer ce niveau de friction, je vais également faire diminuer le niveau ultrasonore mesuré sur mon palier, que je vais écouter dans mon casque d'écoute pendant que je graisse, et dont je vais voir cette valeur diminuer sur l'écran de mon appareil. Il va arriver un moment où, en fonction d'un certain nombre de coups de pompe à graisse, que ce soit une pompe manuelle, pneumatique, électrique, il va arriver un moment où la graisse va avoir fait son effet, je vais continuer à graisser, et ce niveau ultrasonore va arrêter de diminuer. La méthodologie ici de graissage étant d'arrêter de graisser à partir de ce moment-là. Je donne peut-être un petit coup de pompe en plus, histoire de graisser correctement. J'arrête de graisser à ce moment-là. Et à ce moment-là, je n'ai graissé que les paliers qui en avaient besoin, puisqu'ils étaient en alarme, au moment où ils en avaient besoin. Et avec la bonne quantité de graisse, puisque je n'ai pas surgraissé, j'ai graissé jusqu'au moment où la graisse a fait son effet de faire descendre ce niveau ultrasonore. En mettant en œuvre une stratégie de maintenance, ici le terme de maintenance prédictive, comme il est très à la mode, de maintenance conditionnelle prend tout son sens, en faisant ceci, je ne suis plus aveugle ni sur l'état de santé de mes paliers, ni sur leur usure, ni sur leurs besoins ou pas de graisse. Étant donné qu'on est dans le domaine des ultrasons, et qu'il me faut peu d'énergie pour créer cette grandeur ultrasonore, cette stratégie s'applique également aux faibles vitesses de rotation, qui sont assez souvent difficiles à inspecter avec d'autres technologies, notamment l'analyse vibratoire. Ici, très souvent, un roulement qui tourne doucement me génère déjà un niveau ultrasonore qui me permet d'inspecter et même de gérer le graissage. Donc ça, c'est la première partie de l'approche, de la stratégie, donc détection et mise en place de suivi. La deuxième partie concerne, si défaillance il y a, l'analyse de la défaillance. Donc de la même façon que pour les installations électriques, j'ai la possibilité avec mon système d'enregistrer le niveau ultrasonore, d'enregistrer le signal ultrasonore, la forme d'onde qui correspond au palier que je suis en train d'inspecter. Donc déjà d'en avoir une visualisation in situ et de corréler la visu à ce que j'écoute. Et enfin de transposer, comme je l'ai fait pour la partie électrique, au logiciel spectraliseur, ce qui me permet de faire une analyse et d'identifier notamment la cause origine du défaut et la partie du roulement qui est défaillante, qui m'a causé ce défaut. Alors là aussi, il y a une version smartphone, une version Apple ou Android de ce petit logiciel qui permet de créer des rondes d'inspection qui est en train d'être développé et qui donc est d'autant plus pratique pour les gens qui sont sur le terrain donc, à mettre en œuvre. Donc le graissage, je vous en ai parlé. Alors ce principe-là s'applique au graissage près, puisque je ne vais pas graisser le corps d'une pompe, j'engraisserai les paliers mais pas le corps. Ce principe-là de mise en place de suivi et de détection de niveau ultrasonore s'applique également, comme je vous disais, à la cavitation des pompes. Puisque donc une pompe qui cavite va générer un signal ultrasonore à l'intérieur du corps de cette pompe que je vais détecter, que je vais pouvoir suivre dans le temps. Alors, je vois qu'il y a une question. Je pense qu'à cet instant-ci, je peux tout à fait répondre. Je vous vois. Voilà. Je pense que je ne... Ah, j'ai compris ce qui se passe. Je ne voyais pas toutes les questions et je m'en excuse. Alors, ok, pour le son, tac, tac, tac. Alors, il y avait une question de Samir, excusez-moi. Il y avait une question de Samir, je n'avais pas vu toutes les questions. Concernant les
les applications électriques. Bonjour, la détection du desserrage doit se faire sous ou hors tension. À quel niveau de tension? Alors, sous tension. Si on ne met pas de tension, si vous n'avez pas, si votre installation n'est pas sous tension, malheureusement, même si il y a une défaillance de desserrage, elle n'existera pas si vous ne mettez pas vos systèmes sous tension et donc elle ne sera pas détectable. À quel niveau de tension? Tout niveau de tension. Bien sûr, TGBT. Bien sûr, plus les tensions sont élevées, plus le même type de défaut, eh bien, malheureusement, va être destructeur et plus je devrais prendre en compte et réagir vite. Maintenant, vous pouvez tout à fait détecter des relais qui collent, ce genre de choses, sur la partie commande des systèmes. Peut-on écouter le son des défauts, Mohamed? Oui, on va les écouter, on va les enregistrer. Puisque l'appareil, en fait, va détecter dans la plage des ultrasons et va ramener dans la plage des sons l'image audible des défauts. Alors, Désiré, quelles sont les conséquences du surgraissage? Alors, les conséquences du surgraissage, ce sont comment dire, des maladies, pardon, des maladies sur les roulements que créent les utilisateurs et les personnes qui graissent, qui sont, comment dire, qui peuvent paraître anodines comme ça, surtout vu, on va dire, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et tout ce qu'on nous a appris. Par contre, les conséquences du surgraissage sont très importantes. Quand on surgraisse un roulement, la première des parties du roulement qui souffre et qui se détériore dans le roulement, ce sont les bacs d'étanchéité. Puisque c'est la partie la plus fragile, je crée une pression, je crée un échauffement là-dedans. Et j'ai acheté un roulement parfait avec une superbe étanchéité chez SKF, chez SNR, peu importe le fournisseur. Et je me retrouve avec une passoire à impuretés. Et ce sont ces impuretés, surtout dans des milieux industriels un petit peu hostiles, qui viennent détériorer mon roulement. Donc le surgraissage par lui-même, n'est pas forcément destructeur à l'instant T pour le roulement. Par contre, ses conséquences au fil de son utilisation, oui. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce surgraissage que je détruis, je mâche mes roulements et que donc leur durée de vie s'en trouve d'autant plus réduite. Comment identifier les niveaux de base des roulements déjà anciens sur les machines tournantes? Excellent. Alors, dans notre monde, on considère que le temps commence aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça, Alain. C'est-à-dire que on ne va pas prendre une référence, on ne va pas, idéalement, pour répondre à votre question, une référence, la référence idéale, c'est lorsque je mets en place un roulement neuf. Un roulement neuf, il a son niveau ultrasonore de référence, sa signature ultrasonore de référence, que je prends, que je mesure, que j'enregistre. Parfait. Maintenant, on ne va pas changer tous les roulements des usines, rien que parce qu'on met en place une stratégie de maintenance ultrason. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 méthodes pour prendre cette référence à l'instant T0 aujourd'hui. Donc, on prend cette référence et on met en place le suivi de roulement à partir d'aujourd'hui. Sachant que lorsque je mets en place cette stratégie, je peux d'ores et déjà, lors d'une première mesure et lors d'une prise de référence, tomber sur des roulements défaillants. Dans ce cas-là, bon, j'ai 2 solutions. Soit je peux arrêter ma machine tout de suite et je le change tout de suite. OK, en plus, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai voulu mettre en place une référence et j'ai identifié un roulement défaillant. Soit je ne peux pas arrêter tout de suite. Et dans ce cas-là, je vais mettre en place des suivis plus réguliers, plus rapprochés pour amener mon équipement au moins jusqu'au prochain arrêt technique et là prévoir le changement de mes roulements. Pour la détection de fuite, nous avons parlé des gaz. Qu'en est-il des liquides? Alors pour les liquides, on va pouvoir détecter des fuites internes sur des vannes par exemple. Une fuite de liquide externe, ça dépend de la pression, ça fonctionne à partir d'un certain niveau de pression, mais c'est beaucoup moins délicat à détecter, tout simplement parce qu'un liquide qui fuit, en général, ça se voit beaucoup plus qu'un gaz, et notamment par la présence de traces de liquide, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que par contact, notamment avec le module stéthoscope, on ne puisse pas venir investiguer, ou même avec des modules ultrasons dans l'air, venir investiguer et essayer de rechercher la cause d'origine de la fuite, le lieu de la fuite. Peut-on écouter le son des défauts? Peut-on écouter le son des défauts au cours de la présentation? Alors, au cours de la présentation, je ne sais pas, mais je vais vous les envoyer, ça c'est sûr. Serait-il possible une présentation? Ok. Mince. Quelles sont les valeurs en dB pour les fuites de vannes armoire électrique roulement? Alors, il serait bien, comment dire ça,
bien présomptueux ou bien maladroit de ma part de vous donner des valeurs en dB de référence. Pourquoi? Parce que notamment pour les fuites, ça va dépendre de la pression, ça va dépendre du type de gaz, ça va dépendre de l'endroit où je me place pour faire cette mesure. Ce que l'on souhaite aussi, quand on recherche des fuites, que ce soit des fuites externes ou des fuites internes, c'est le zéro fuite. Ça, c'est ce que je recherche. Les fuites, je vais les identifier, qui peuvent plus, peuvent moins, je vais les identifier toutes. Après, il y a une loi qui est une loi assez naturelle qui s'applique là aussi, c'est la loi de Pareto. C'est que très souvent, vous avez 20% des fuites qui font 80% de vos pertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi vos fuites, le fait de les enregistrer, vous allez pouvoir les hiérarchiser, de la plus grosse à la plus petite, pour faire simple. Et que, de façon générale, si vous réparez vos 20% de fuites les plus importantes, eh bien vous apercevrez que vous avez un niveau de réduction énergétique qui va diminuer à peu près de 80%. Ce n'est pas une règle complètement absolue, mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est les hiérarchiser, en calculer le coût de chacune, et après, voilà, s'attaquer à chacune d'entre elles. Donc voilà pour ça, je pense avoir à peu près répondu à toutes les questions que je n'avais pas vues, et je m'excuse pour ce retard, puisque je ne voyais pas toute ma fenêtre de questions. Je vais donc continuer. Pour les pompes, c'était fait. Alors, dans les installations industrielles, on peut se trouver sur des installations où on a des paliers qui ne sont pas accessibles. Donc dans ce cas-là, c'est bien beau de dire qu'on veut faire des inspections ultrasonores ou autres, mais si je n'ai pas accès au palier, c'est quand même difficile pour aller l'inspecter. Donc, on a développé des capteurs fixes qui peuvent se fixer via des pastilles sur des paliers. Capteurs qui sont connectés à une petite box que vous voyez ici, qui est munie d'un sélecteur. Et l'idée est de connecter l'ultraprobe sur cette box et via donc ce sélecteur de venir écouter et mesurer l'intensité ultrasonore de chacun de ces paliers. Cette inspection est exactement la même que les rondes d'inspection que l'on peut mettre en œuvre avec un appareil portatif, à part que sur un seul et même lieu, je vais avoir les datas des différents paliers connectés à la box et donc pouvoir prendre les mêmes actions, les mêmes décisions en fonction des résultats de l'inspection. Donc ça, c'est un petit peu un rappel sur la stratégie. 1, identifier. 2, écouter pendant le graissage. Ça concerne la stratégie de graissage que je viens de vous présenter. Ce que je voulais vous dire avant de répondre aux questions et de terminer cette présentation, c'est les solutions qu'on a mises en place, qui sont toutes récentes, de monitoring permanent, de contrôle permanent de machines tournantes. Donc là, il y a plusieurs systèmes, on propose plusieurs systèmes donc, pour mettre en place une stratégie de maintenance conditionnelle. La première concerne un capteur qui s'appelle UltraTrack 750, qui, fixé donc, sur mon palier, va me délivrer en sortie une sortie 420 mA qui sera donc proportionnelle au niveau ultrasonore détecté. Une sortie 420 mA avec un signal hétérodyné qui sera exploitable par tout système PLC qui peut recevoir ce type d'entrée 420 mA. L'idée étant que si je veux faire du monitoring permanent, je puisse intégrer ce type de capteur sur tout système existant. Ça, ce sont des choses qui sont très mises en œuvre sur des installations qui ont déjà des systèmes en place, des systèmes PLC en place, et qui veulent rajouter ce monitoring, un capteur à mettre en place, et j'ai l'information. Ensuite, donc, le dernier de la gamme UE System concerne ce système qui s'appelle UE4Cost, comme on dit en anglais, qui n'est autre que, il y a un diagramme très simple qui le présente ici, un système de capteurs placés sur les paliers que je souhaite monitorer, connecté au boîtier ForCost, qui lui, via une connexion Internet, va être connecté au logiciel UltraTrain DMS que l'on fournit, logiciel qui sera installé sur un serveur de l'entreprise, un serveur dédié ou sur un PC industriel dédié à cette application, et dont on pourra, via ce logiciel, paramétrer des niveaux d'alarme automatiques sur cette box, niveaux d'alarme qui lorsqu'ils seront déclenchés, me permettront également automatiquement de faire des enregistrements ultrasonores pour faire l'analyse de mes défauts. Ça veut dire que c'est un système qui est connecté en permanence et qui va venir m'alerter uniquement
dès lors que je vais dépasser un certain seuil d'alarme et enregistrer automatiquement un signal ultrasonore qui me permettra l'analyse également à partir de l'atteinte d'un certain seuil. C'est du monitoring permanent, c'est-à-dire que ces systèmes-là vont faire automatiquement tout ce que je peux faire en manuel et de façon malheureusement périodique avec un appareil portatif. Je vois des questions. Alors, il faut que je retrouve encore ma fenêtre question. C'est incroyable. Quelles sont les valeurs en dB pour les fuites? Ok, ça j'ai répondu. J'ai une petite icône qui clignote sur mon écran avec des questions par contre. Je ne vois pas la question. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Non, apparemment non. J'ai à peu près répondu à toutes les questions. J'ai à peu près répondu à toutes les questions. Est-ce plus intéressant d'un point de vue des coûts le forecast qu'un système d'analyse vibration en place? D'un point de vue coût. Alors là, ça va dépendre du système. Bon, déjà, pour comparer l'analyse vibratoire, ça va dépendre du coût du système d'analyse vibratoire. Ça va dépendre surtout du niveau de détection que vous souhaitez. C'est-à-dire que très souvent, quand on met en place un système d'analyse vibratoire, il va avoir l'avantage, ça dépend du système aussi, mais de pouvoir analyser en une seule mesure peut-être toute une chaîne cinématique. Là, on ne pourra traiter que le palier sur lequel je place le capteur. Ça, c'est une première chose qui est plus un avantage pour la vibration, si je peux dire. L'avantage pour l'ultrason, c'est la précocité de détection. C'est que à partir d'un certain niveau, j'ai pas forcément besoin d'avoir un gros défaut pour avoir, ni même j'ai pas besoin d'avoir de défaut pour pouvoir détecter quelque chose à l'ultrason. Donc, à moi de placer mes niveaux d'alarme de façon judicieuse, de sorte à ce que si surtout je vais être alerté tôt, eh bien de placer des niveaux d'alarme de sorte à ce que mon système m'alerte. Donc, dès l'atteinte de ces niveaux et me permettre d'analyser et d'anticiper au plus une défaillance. Au plus tôt j'intercepte un problème, au plus tôt j'intercepte quelque chose qui sort de son mode de fonctionnement normal, au plus de temps j'ai pour réagir et au moins je subis la casse. Au niveau coût, il faut voir par rapport au système que vous avez. J'ai quand même tendance à dire que l'ultrason est moins cher que l'analyse vibratoire, pour ce que j'en sais. Alors, pouvez-vous faire une petite synthèse sur le purgeur à vapeur, le bloc forecast peut générer combien de sensors? Alors, pouvez-vous faire une petite synthèse sur le purgeur de vapeur? Oui. Donc, le principe, je reviens sur les purgeurs de vapeur rapidement. Le principe pour les purgeurs de vapeur est simple, c'est le même que celui des vannes. Alors, juste, je remonte. Voilà. C'est le même que celui des vannes, c'est-à-dire que par contact, je vais venir écouter, mesurer le niveau ultrasonore qui se trouve dans le purgeur. Si ce purgeur cycle, par donc effet de cycle et changement de flux à l'intérieur, je vais venir voir, écouter dans le casque d'écoute de mon appareil et voir sur l'écran de celui-ci les différentes amplitudes ultrasonores qui vont correspondre aux différents cycles. Et ça, c'est la première des inspections que je dois mettre en œuvre. Est-ce que mon purgeur cycle ou pas? Pour compléter cette méthode d'analyse, je dois la corréler avec la connaissance idéalement du type de purgeur que j'ai. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un purgeur qui doit purger à raison de, je ne sais pas moi, 5 cycles par minute, si je n'ai pas cette information, je ne peux pas dire s'il fonctionne correctement ou pas. Et très souvent, on n'a pas cette information. Donc, il y a deux façons de répondre quand on n'a pas cette information. La première, c'est de comparer des pommes et des pommes. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs purgeurs du même type dans l'installation, eh bien, je vais avoir tout le loisir de les comparer. Première des choses. Deuxième des choses, c'est si je ne sais pas, je n'ai pas de purgeurs de même type,
prenons un cas défavorable où ce purgeur, sur un point donné de mon purgeur, il va avoir une valeur en décibels, je vais suivre cette valeur. Je vais enregistrer, je vais suivre cette valeur. Je vais également enregistrer la forme d'onde et la suivre dans le temps. Maintenant, un purgeur qui ne cycle pas du tout, sauf cas exceptionnel, sauf cas particulier, un purgeur qui est fait pour ne pas cycler, c'est quand même très rare, quoi. Le rôle du purgeur, c'est de cycler. Et si dans celui-ci, je n'entends rien, ou je n'entends pas de cycle, ça devient un petit peu compliqué de dire qu'il fonctionne correctement. Donc voilà pour la partie purgeur. Alors, comment savoir si un purgeur bloqué fermé avec l'analyse spécifiquement le purgeur à flotteur? Alors déjà, que ce soit des purgeurs à flotteur, des purgeurs à disque, des purgeurs thermodynamiques, thermostatiques ou quoi, le principe est le même. Ensuite, toujours pareil, c'est de faire cette écoute de purgeur et d'écouter le niveau ultrasonore qui est à l'intérieur, d'en voir la forme d'onde et d'en enregistrer et d'en suivre dans le temps ses valeurs en décibels. Ça, c'est la méthode. Ensuite, je me mets un casque sur les oreilles, l'appareil dans les mains. Je vous garantis que comment dire, ce qui se passe dans les purgeurs devient beaucoup plus clair. Il faut en inspecter quelques-uns, on va dire. Mais au bout de 10 ou 15 purgeurs que vous avez écoutés, vous comprenez rapidement ce qui se passe à l'intérieur. Un purgeur, c'est une vanne automatique, hein, pour faire simple. Et donc, pour autant qu'on connaisse un petit peu comment dire, qu'on connaisse un petit peu cette technique, on arrive rapidement à voir ce qui se passe à l'intérieur et on ne serait-ce qu'à l'oreille, si je peux dire, qui se complètent des valeurs enregistrées, des valeurs mesurées et des formes d'onde, on arrive quand même rapidement à voir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-on identifier le type de défaut pour les US online? Oui. L'analyse est la même pour quand on fait un enregistrement, que je fasse un enregistrement avec un appareil portatif ou avec mon système Forecast, la forme d'onde, le spectre infrasonore enregistré est le même, donc oui, l'analyse est la même. Pour vous faire une petite synthèse sur le purgeur, c'est fait. Le bloc Forecast peut gérer combien de sensors? 4 sensors, 4 capteurs par box. Bonjour Étienne, je n'avais pas vu ton message. C'est quoi l'avantage de détection ultrasonore? Ok. Ok, bon. Je crois avoir vu toutes les questions. Veuillez m'excuser, j'espère ne pas en avoir raté. Je n'ai pas la visu de toute la fenêtre de mes questions. Je vais essayer de l'agrandir. J'espère ne pas avoir raté de questions. Ok. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est, vous avez déjà mes coordonnées. Si vous avez participé à cette formation, vous m'avez envoyé par mail, vous vous êtes inscrit par mail sur le lien GoToWebinar que vous avez reçu. Et donc, ce que je vais faire, c'est vous envoyer un PDF de cette présentation. Ce que je pourrais rajouter à ceci, c'est un petit peu d'actualité qui nous concerne. Au niveau des formations, une formation ultrason niveau 1 qui est programmée début mars dans la région de Lyon. Une formation qui est également programmée en Côte d'Ivoire. Ce sera certainement une formation de 2 jours. Et différentes autres formations. Une autre formation de niveau 1 qui sera programmée début juin dans la région de Paris. Et autant de formations que nécessaire sur site d'implémentation de la technologie. Quels sont les avantages du système ultrason par rapport attendez, je vois d'autres questions. Alors, une autre question, est-ce que la mesure des ultrasons permet de faire un diagnostic précis de la défaillance de la machine, lourd défaut d'alignement comme c'est le cas en vibration? Non, ce n'est pas un système d'analyse vibratoire, c'est un système d'analyse ultrasonore. Ça ne veut pas dire que par déduction, on en arrive à ce genre de conclusion. En l'occurrence, vous pouvez avoir une autre cause d'origine qu'un roulement défaillant qui crée une élévation de niveau de friction dans un palier. Par contre, l'analyse, si vous voulez, c'est pas de l'analyse vibratoire, c'est de la détection ultrasonore.
thermographique, système ultrason par rapport à l'analyse thermographique. Alors, attendez, j'ai toujours pas toutes mes questions. Alors, Joson, qu'est-ce que vous voulez dire par un système ultrason par rapport à l'analyse thermographique? Je pense avoir répondu pour la partie électrique, hein, donc je vais passer à la question de Samir. La question de Samir, il nous demande dans le cas de moteur de 200 kW qui entraîne un ventilo extracteur de poussière de sucre, est-il possible de faire un diagnostic sur roulement palier, alignement, même si la machine elle-même dégage un niveau sonore à 110 décibels et un taux de vibration élevé? Alors, le niveau sonore que génère la machine se trouve dans la plage de fréquence qu'écoute notre oreille, dans la plage de fréquence des sons. Ce que l'on vient détecter avec nos systèmes est dans la plage des ultrasons. Donc déjà, ce qu'on entend à l'oreille n'est pas dans la plage de détection de nos systèmes. Et ce qu'on fait en plus de ça, c'est que sur nos systèmes, on va régler. Hein, je vous disais, il y a un département R&D chez U-System qui a mis en évidence les différentes fréquences de détection pour les différentes applications. Et on vous donne des fréquences auxquelles que vous devez utiliser pour détecter. Et ce qui se passe, c'est que quand vous réglez une fréquence sur l'appareil de détection, vous filtrez toutes les autres. Donc ça veut dire que même si vous êtes à un niveau sonore important ou, pour prendre un cas extrême, vous ne vous entendez pas parler, l'appareil va filtrer ces fréquences. Donc ça ne va pas venir vous déranger. Après, un taux de vibration élevé, tout dépend de ce que vous appelez par taux de vibration. Est-ce que c'est un taux de vibration de l'équipement de façon globale? Est-ce que c'est un taux de vibration sur le palier? Dans tous les cas, qu'il y ait un niveau de vibration ou pas, si vous avez une défaillance sur un roulement sur un palier, je dirais que le taux de vibration sera le bruit de fond qui se retrouvera sur votre palier. Et dans tous les cas, la défaillance ressortira par rapport à ça. Donc je vois pas, j'ai déjà eu des cas sur des gros équipements comme ça. C'est pas quelque chose qui est. En tout cas, j'ai pas pour expérience que ce soit quelque chose qui empêche l'inspection. Comment avoir l'enregistrement de ce webinaire? On va vous l'envoyer. On va vous l'envoyer. Il est enregistré. Moi-même, je vais en recevoir un lien et je vous enverrai ce lien. De toute façon, après ce webinaire, vous recevrez un petit mail avec cette présentation, avec l'enregistrement du webinaire, avec mes coordonnées, nos coordonnées. N'hésitez pas à nous revenir par mail, par téléphone, enfin voilà. Voilà, ça fait pratiquement 1 heure que je vous parle, je pense. Est-ce que j'ai répondu aux questions que vous aviez aujourd'hui? Je n'en vois pas d'autres, pour autant que ma fenêtre me montre toutes les questions. Ok, donc je vous remercie encore pour votre temps, pour cette participation, pour votre écoute active, pour vos questions. N'hésitez pas à nous revenir par mail, dans tous les cas, ou par téléphone. Dans tous les cas, je vais vous envoyer un petit mail avec ces éléments. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine et surtout un bon week-end, puisque c'est ainsi qu'on va sûrement terminer la semaine. Merci à vous, merci à tous. Et regardez également LinkedIn, regardez vos mails. Dès lors qu'il y a des choses nouvelles comme ça, on saura vous le faire savoir. Bonne fin d'après-midi, bonne semaine. Bon week-end, pardon. Au revoir.